Après le tome 1 de Zoopédagogie, dans lequel le monde sensoriel des animaux est scruté grâce à nos propres perceptions, le tome 2 s'est imposé à moi comme une évidence. Dans le premier livre, j'ai présenté une possibilité éducative qui place l'animal dans le rôle d'un médiateur, facilitateur de la découverte du vivant, de sa diversité, et qui incite au respect de l'autre, animal et humain. Pour le deuxième tome, j'avais envie d'aller plus loin, en proposant un livre de zoologie, accessible à tous, adaptable aux enfants, tout en offrant aux adultes la précision scientifique et un ensemble de ressources multimédia aussi riches que possible. En 11 chapitres interconnectés, j'expose divers aspects de la vie animale, qui ne sont pas que des sujets scientifiques. Ce sont des sujets qui nous intéressent et je dirais même plus qui nous concernent tous, car ils sont l'école de la vie. Regarder les animaux vivre, c'est comprendre et accepter notre animalité et toutes les émotions que nous partageons avec eux, nos besoins, nos joies, les côtés que l'on croit sombres, les peurs, les changements, les douleurs et la mort. Toute notre vie tourne autour de la nourriture, de la naissance à la mort. Qu'est-ce qui nous pousse à manger ? Comment les animaux se procurent-ils leur nourriture ? Eux savent quoi manger et en quelle quantité, souvent bien mieux que nous autres humains. La question de l'énergie est au cœur des comportements d'alimentation et bien sûr de toutes les autres activités qui définissent un être vivant. Que dire du pipi et du caca ? Sont-ils inintéressants parce qu'ils nous repoussent ? Sont-ils juste un déchet du métabolisme ? Rien de plus attrayant pour petits et grands que d'enquêter sur cette matière étrange qu'est la matière fécale, de découvrir les raisons des formes parfois étonnantes qui nous permettent de reconnaître une espèce ou d'en déduire son régime alimentaire. Et puis, que dire de leur incroyable efficacité en matière de communication, véritable réseau social au service de la communauté animale. Réseau social dont le but est de communiquer, de trouver des partenaires et de se reproduire. Un autre grand moment de la vie animale. Mais avant de donner la vie, il se passe tellement de choses. Parade nuptiale, combat, accouplement. Comment choisir son partenaire ? Comment donner naissance ? Quelle différence entre pondre des œufs et mettre bas ? Pourquoi certains animaux font peu de petits et d'autres en font des milliers ? Enfin, parlons aussi de monogamie, de polygamie, d'homosexualité et de parthénogenèse sans complexe, afin de dévoiler leur intérêt biologique et de démontrer qu'encore une fois, l'homme n'est vraiment pas une exception. Dans l'évolution animale, le fait de pouvoir se déplacer est révolutionnaire. La magnifique radiation adaptative des vertébrés les a menés à coloniser tous les milieux de la planète, même les plus inhospitaliers. Comment, à partir d'une simple nageoire, une patte à 5 doigts a pu évoluer vers d'innombrables formes pour s'élever dans les cieux, creuser dans la terre, grimper, sauter et reconquérir le monde marin à la manière des baleines et des dauphins. Cette mystérieuse évolution qui a donné au vivant son incroyable diversité, est celle qui permet à certains animaux d'acquérir la faculté de changer au fil des saisons, d'adapter les morphologies, les physiologies et les comportements aux multiples milieux de la planète. C'est la transformation des espèces dans le temps, celle qu'on ne perçoit pas durant notre courte vie d'humain et qui agit inexorablement selon un mécanisme naturel tellement simple que certains n'y croient toujours pas. L'adaptation des espèces détermine aussi leur propension à se grouper de manière plus ou moins structurée dans le temps et dans l'espace. Pourquoi certains animaux vivent une vie solitaire alors que d'autres éprouvent le besoin de vivre ensemble ? Comment se comprendre ? Prendre des décisions communes, rétablir l'ordre et la paix quand on vit ensemble. La capacité à communiquer est ce qui rend possible pratiquement tous les autres comportements d'une espèce. Trouver de quoi manger peut se révéler plus aisé lorsqu'on échange des informations avec des congénères. Pas d'accouplement possible sans communication.
Élever ses petits, se déplacer, se disputer et se réconcilier, jouer, tout cela fonctionne par le biais de la transmission et de la réception des messages par la voie des sens. Les animaux vivent, comme nous, leurs moments de paix et de conflit. Quand on vit en société, cela est même très fréquent. Observez des enfants dans une cour d'école et vous aurez une belle démonstration de ce qui se passe au sein de n'importe quelle société animale. Si conflit il y a, bien souvent la réconciliation est le seul moyen de continuer à profiter des avantages du vivre ensemble. Le monde animal a depuis dévoilé bien des exemples de réconciliation à faire pâlir les humains. Le jeu fait partie de ces activités qui permettent de tisser des liens amicaux entre les animaux. Pourtant, on continue à croire qu'il est une activité très humaine, souvent enfantine, englobant au mieux quelques espèces domestiques proches de l'homme. Ce n'est pas le cas, et beaucoup d'exemples témoignent de l'existence d'une activité ludique insoupçonnée chez les espèces bien éloignées des primates ou des chiens et des chats. Si l'on se fait du jeu l'idée qu'il aurait une quelque fonction dans l'apprentissage à la vie d'adulte, on se trompe, car on le confond parfois avec l'activité exploratoire. Le vrai jeu n'a pour but que le plaisir. Quand j'ai pensé ce livre, mon objectif était de ne pas dépeindre la nature comme étant seulement une somme de merveilles. La souffrance, la maladie, la mort font partie de la vie. Je me devais d'en parler et d'en parler aux enfants aussi, puisqu'ils n'en sont pas exemptés. J'ai donc abordé aussi des sujets douloureux que je conseille d'utiliser uniquement lorsque l'occasion ou une question de la part de l'enfant se présente, ou qu'un besoin se fait sentir lors d'un événement marquant. Enfin, aimer les animaux, ce n'est pas forcément les posséder. Et les protéger ne se limite pas à ne pas les maltraiter, les faire souffrir ou les tuer. Protéger est un verbe d'action. Il existe 1001 façons d'agir. C'est donc dans le dernier chapitre qu'on trouvera des pistes pour s'engager en donnant de son temps à des associations de protection, par exemple, ou en faisant de sa passion un métier. Même si nos actions néfastes sur la planète nous déshonorent, il n'est jamais question de faire porter aux enfants le poids de la responsabilité de réparer les erreurs commises par les générations coupables d'ignorance et d'insouciance qui les ont précédées. Montrons plutôt aux enfants que la nature a toujours prouvé sa capacité à rebondir, à trouver de nouveaux équilibres, et elle le fera encore, avec ou sans nous. Mais ce serait dommage de ne pas faire partie du tableau.